Bonjour, bonjour à tous et merci d'être parmi nous. Donc, je vois toujours les habitués et merci d'être là, de nous suivre. Sandrine, à toi. Bonsoir Erwan, bonsoir à tous, bonsoir Elisabeth. Alors je suis ravie de vous retrouver encore ce soir. Merci Erwan de nous inviter à nouveau. Alors un petit topo sur Bonheurs Anonymes. Alors ça va vous paraître un petit peu, vous allez avoir l'impression que je rabâche, mais c'était important. T'as raison. De comprendre le concept. En fait, on pose tout le temps les mêmes questions à nos interviewés. Le Bonheurs Anonymes, c'est un magazine gratuit du Morbihan qui promeut les gens heureux. Nous avons besoin de mentors qui sèment du bonheur, car on est tous le mentor de quelqu'un, sans le savoir ou en le sachant. D'ailleurs, vous pouvez inspirer d'autres personnes de votre entourage. Vous êtes souvent des exemples pour réussir sa vie, donc il faut le promouvoir, il faut qu'on le sache, il faut pouvoir le transmettre. Donc c'est l'opportunité avec Bonheurs Anonymes, 1001 façons de réussir sa vie dans le Morbihan. Voilà, donc ce soir on va découvrir comment être heureux, comment Elisabeth Piquet, notre invitée, elle, réussit sa vie. Nous sommes heureux ce soir de l'accueillir. Elisabeth habite à Brec. C'est une femme en quête de justesse, d'harmonie, de cohérence dans ses actes, ses paroles et ses créations. Donc on va lui poser les mêmes questions qu'à tous les autres. Sachez d'ores et déjà d'ailleurs qu'elle nous a appris que réussir sa vie, c'est avoir pu transmettre et partager la saveur d'être vivant. Waouh. J'adore. Elisabeth, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Aujourd'hui, je me considère comme une femme en quête, en recherche. J'avais plein de certitudes jusqu'à présent qui se sont évanouie, défaite. Et là, je suis plutôt en quête de justesse, en quête d'harmonie. Donc, je pense que j'avance plus lentement, beaucoup plus lentement. Mais voilà, je ne saurais pas comment dire autrement. D'accord, très bien. En recherche. D'accord, très bien. Elisabeth, quand tu avais 16 ans, comment tu voyais ton avenir? Je crois que c'était le grand brouillard. En cherchant une réponse tout à l'heure à cette question, je crois que j'étais très tiraillée entre mes aspirations, mes envies, qui finalement se sont réalisées. J'ai voyagé beaucoup, je suis partie vivre à l'étranger, mais à l'époque, 16 ans, j'étais en terminale et je partais des études très très sérieuses que j'ai entamées mais jamais terminées. Et donc mon avenir était très très flou, très... D'accord. D'accord, très bien. Dis-nous en plus, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Je crois qu'aujourd'hui, ce qui me rend heureuse, c'est quand je me sens à la bonne place. Voilà. Donc c'est très... Un exemple alors, à la bonne place. Est-ce que tu es à la bonne place là? Je sais pas si là, c'est vraiment une sensation d'être heureuse. Je suis un peu stressée. Ça viendra après, c'est le stress. Non, voilà, ce qui me rend heureuse, je crois, c'est quand j'arrive à transmettre quelque chose. Hein. J'enseigne le yoga. Avant cela, j'ai enseigné d'autres choses. Et je crois que profondément, c'est la transmission qui me rend heureuse. Et puis, ces moments où je sens que oui, je suis là où je dois être et que je l'accepte. J'ai toujours eu envie d'être ailleurs que là où j'étais. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est de sentir que je suis là et que c'est le moment d'être là. C'est tout. Souvent, je reprends le micro, souvent Sandrine, dans les témoignages qu'on a dans le cadre de Bonheurs Anonymes, on a souvent des gens qui prennent un plaisir au partage et à la transmission. C'est une récurrence. Alors ce qui est intéressant, Elisabeth, c'est que je sais plus combien on a eu d'invités via Sandrine, mais on voit des points communs dans leur notion de bonheur. Souvent, il y a des points communs. On verra. Je me permettrai de rebondir si j'en entends d'autres. Sandrine. Oui, complètement.
Elisabeth, donc on voit effectivement que tu as cheminé comme cela et que maintenant tu te sens bien là où tu es. Dans ton cheminement, est-ce qu'il y a pu y avoir un obstacle en particulier qui t'a aidé à avancer? Je crois que c'est quand j'ai pris conscience que je n'avais pas de vraies racines. Je suis née dans un pays qui était une colonie et je me suis recréé des racines dans un village en Espagne, mais qui ne sont pas des vraies racines. Et cet obstacle de ne pas me sentir appartenir à un bout de terre m'a finalement permis de voyager, de me sentir à l'aise partout et de me sentir citoyenne du monde et d'être peut-être plus sensible aux errances des uns et des autres. Et du coup, je me permets, alors c'est peut-être indiscret, les voyages, c'est dans le cadre professionnel ou c'était des voyages touristiques dont tu parles? Et qu'est-ce que t'as apporté cette diversité, de rencontres? Alors, je suis partie quand j'avais 24 ans. D'accord. En bateau. Ah oui, une aventurière alors. Avec l'intention de ne pas revenir. Je suis partie 20 ans. Et 20 ans en bateau? Non, 10 ans en bateau. Waouh. 20 ans en tout. Alors t'as fait quelle destination as-tu fait alors? Un petit peu celle qui se faisait quand on part en bateau de France, direction l'Afrique, puis le Brésil, puis les Antilles. Waouh. Et est-ce que c'est indiscret? T'es pas obligé de répondre. T'étais seule sur ces voyages-là ou? Non. Non. J'étais en famille. Puis après, j'ai changé de bord, on va dire. Et je suis restée quelque temps en Afrique, où avec mon compagnon, qui est devenu le père de mes enfants. Et nous avons construit notre bateau à Abidjan pour continuer le voyage. Ah oui, tu as vraiment voyagé, ok. Voilà, comme ça permet de voir un peu l'ampleur. Sandrine? Tu as voyagé et tu as participé à la construction de ton bateau, comme aujourd'hui tu construis aussi ton chez-toi, en fait. Ma petite maison en bois, oui. Non, mais c'est pour montrer un peu la diversité de tes talents. Moi, je suis impressionnée. Parce que c'est en autoconstruction que ta maison, tu l'as autoconstruit? Oui, avec mes petites mains. Clap, clap, clap. Bravo. Ah oui. Non, mais ça permet de voir la dimension, si tu veux, quoi. Parce que voyager, oui, bon, les gens peuvent dire voyager. Non, mais là, t'as construit un bateau, t'as voyagé avec pendant, c'est pas 2 mois. Oui, donc je comprends la notion de voyage, là. Et tu es très humble. Ouais. Je sais pas. A posteriori, c'est un chemin de vie et qui n'a rien d'exceptionnel. Simplement, les choses se font jour après jour. Et puis, maintenant que j'ai grandi et que j'ai avancé en âge, si je fais le résumé, ça peut sembler oui, un peu hors du commun, mais quand on est dans l'action, c'est simplement les jours qui s'ajoutent aux jours. Et voilà. Dis-moi, Elisabeth, mais du coup, pour toi, c'est quoi réussir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie? Ça, c'est difficile. Je crois que je me prends pas assez au sérieux pour répondre à cette question, mais je crois que déjà être animé d'un désir, tout simplement, qui est, oui. En tant que prof de yoga, hein, je peux dire que cette énergie vitale, elle est là, mais parfois on la sent pas du tout. Mais quand elle se réveille, quand elle est là, voilà. Déjà ça, pour réussir sa vie, c'est quand même primordial. Et je crois que ce qui me permet, ou ce qui m'a permis de voir que j'avais réussi, peut-être pas ma vie, mais les choses que j'ai entreprises, j'ai pu voir dans le regard des autres que j'avais réussi à réveiller cette énergie de vie. Voilà. Donc, dans le regard des enfants, quand j'animais des ateliers, des enfants qui pensent des ateliers d'art plastique,
des enfants qui ne se sentaient pas capables d'eux, et puis qui finalement étaient ravis de ce qu'ils faisaient. Et dans mes cours de yoga, quand je vois dans le regard des élèves à la fin, eh bien qu'il s'est passé quelque chose. Voilà. Réveiller le désir, d'accord. Oui. Voir que la petite graine a commencé à germer. D'accord. Tu nous as parlé d'une phrase aussi. Tu me disais que réussir sa vie, c'est réussir à transmettre et à partager la saveur de vivre, la saveur d'exister. Ou non, c'était la saveur de l'instant, peut-être, d'être vivant. D'être vivant. Ouais, alors, on peut la refaire du coup. Je vais essayer de prendre la dimension parce que moi j'ai 2 neurones. Alors, Elisabeth, la phrase, c'était quoi la phrase du coup? Et je ne m'en souviens plus très bien, mais voilà, cette saveur, se sentir vivant, ça, c'est pas si fréquent que ça. Finalement, dans notre quotidien, on fait plein de choses sans être conscient. Oui. Et cette saveur d'être vivant, c'est parfois quelques secondes, quelques minutes, et réussir à connecter ou à faire comprendre aux gens, aux enfants, aux personnes que ils peuvent goûter cette saveur-là dans des toutes petites choses. Eh bien, voilà, je trouve que c'est magique. Bah oui. Un miracle. Un miracle simple. Alors, je me permets de rebondir, Sandrine, sur une question du public, n'est-ce pas? Il y a le temps d'un regard qui pose une question, tu réponds pas en toute simplicité, Elisabeth. Hein. Est-ce que réussir, c'est partir, et partir, n'est-ce pas fuir, justement? Ça pourrait être effectivement... La fuite, c'est dans mon schéma de vie. Ah ouais? Voilà. Voilà, pour l'histoire, je suis donc née dans un pays qui a connu une guerre d'indépendance, et pour la survie, il a fallu fuir. Donc j'étais, mais voilà, quand je suis partie en bateau, il y a une part de cette décision qui était une fuite. J'étais étudiante à Paris, j'avais pas du tout envie de rester à Paris, donc voilà, il y a une part de fuite à un moment et qui finalement se révèle pas tout à fait une fuite, mais une reconstruction ailleurs. Oui, c'est un choix de vie. On est tous à des moments dans notre vie où on doit choisir, et choisir, c'est renoncer. Donc forcément, on renonce à quelque chose d'autre. Il nous écrit « Je ne suis pas un spécialiste des pratiques telles que le yoga, qui me semble déjà se généraliser, mais la situation actuelle peut être favorable au développement de ce type de loisir, entre guillemets, de cette quête du bonheur. Oui, en gros, le rapport entre le yoga, éventuellement, est-ce qu'il y a-t-il un rapport entre le yoga pour toi, Elisabeth, et la quête du bonheur? C'est un outil. C'est un outil. C'est un outil. Le yoga, que moi je fais en parallèle avec la méditation, c'est un outil qui permet de mieux se connaître, et de développer notre sensibilité. D'accord. Et une fois qu'on a développé la sensibilité, c'est pas bisounours, hein, c'est pas pleurer quand on voit une petite fleur, mais c'est apprécier une lumière, apprécier un moment, apprécier un courant d'air sur le visage, apprécier un regard qu'on croise, un verre de vin qu'on boit. Et donc le yoga, par le ralentissement qu'il demande et l'observation qu'il demande, je crois, permet d'être plus attentif et plus vigilant. Un outil, donc, effectivement. Un outil. Dominique, qui t'a posé une question tout à l'heure sur la fuite, effectivement, repose une question. Le désir de fuir existe. Alors tu réponds pas, hein, mais voilà. Le désir de fuir existe-t-il toujours en vous, enfin en toi pour le coup? Est-ce que ça a été ton moteur quelque part? Tu peux dire Joker, hein? Oui. Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver d'avoir envie de refaire son sac à dos et de partir. Mais je le fais plus. Sandrine?
Oui, Elisabeth, je sais aussi que tu peins de merveilleuses toiles. Mhm. Et si, si. Et je voulais savoir ce que ça te procurait comme sentiment, la transmission que tu offres à travers ces tableaux. Parce que tu nous as beaucoup parlé du yoga, où effectivement tu transmettais et tu partageais beaucoup de choses. Mais en peignant, en offrant le regard du monde que tu as, toi, quel sentiment ça te procure? De la trouille, hein. Dès qu'on passe du spéculaire, c'est-à-dire la peinture qui est un regard sur soi-même, au spectaculaire qui est de montrer, il y a évidemment un moment de crainte et en même temps d'offrande. On offre quelque chose. Et très bizarrement, alors que je flippais vraiment au début dans mes premières expos, mais j'ai commencé à exposer il y a très longtemps, puisque j'ai fait ma première expo en 84 à Abidjan. J'étais morte de trouille, évidemment. Mais aujourd'hui, je m'en fiche, en fait. J'offre quelque chose, et ensuite on voit. Mais j'ai pas un sentiment particulier d'offrir quelque chose de valeur, mais de manière très humble de montrer un travail. D'accord. Et quand tu peins, quand tu dessines, qu'est-ce que tu ressens? Beaucoup de bien-être, beaucoup de bien-être. Juste à mélanger les couleurs et voilà, c'est un ressourcement. D'accord. Donc on peut dire que tu as peut-être le sentiment de réussir ta vie en comblant tous ces désirs, en offrant, en partageant la saveur d'être vivant, que tu peux transmettre un peu à tout le monde. Comment ressentir cette saveur? Ça peut être en te regardant, pas en te regardant, mais en regardant en peignant comme toi, en ayant des passions, en faisant du yoga, en peignant. On peut se ressentir cette saveur d'être vivant et du coup s'approcher de réussir sa vie. Excusez-moi, hein, je suis un petit peu perturbée là. Oui, donc on est aussi en fait. Alors cette dimension-là est intéressante. Moi, je la découvre. Quand on peint, pour toi, on est aussi dans le partage de ce qu'on a à l'intérieur. C'est ça que tu voulais dire, Elisabeth, ou... Oui, oui, bien sûr. Mais de même que quand on joue de la musique ou quand on fait de la danse, c'est qu'on se montre à un moment. Il y a le moment de la création où on est seul face à son piano. Je vois un piano derrière toi, Sandrine, face à sa feuille de papier si on écrit, ou à sa toile ou sa feuille de papier quand on dessine. Et puis il y a le moment où on montre la création et on n'est pas du tout dans le même état d'esprit à ce moment-là. Autant la création, le moment de la création peut être apaisant ou stressant. Et le moment de l'offrande au regard des autres, c'est en même temps un délestage de cette création. On la remet, les autres en font ce qu'ils en veulent. Et c'est pas, à mes yeux, un moment où on cherche à être reconnu. En tout cas, pas pour moi. Aujourd'hui, c'est vraiment plus ça du tout. C'est voilà, une création. Voilà ce que j'ai réussi à faire. Ouais. Donc tu fais, tu donnes, tu partages, et puis les gens ils le prennent comme ils veulent quelque part. Et puis c'est moins important pour toi. C'est ça que tu veux dire. C'est moins important pour toi aujourd'hui que ça l'était hier peut-être. Voilà, le regard des autres est beaucoup moins important aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je. Ok. C'est la maturité, la sagesse peut-être, je sais pas. La maturité, sûr. Inévitablement. Ça va peut-être faire partie justement de la réponse à la prochaine question. C'est quelle qualité as-tu développée pour cultiver ton bonheur? Arriver à ajuster le regard. D'accord. C'est-à-dire ajuster le regard que je porte sur ce que je perçois. Ajuster le regard sur mes exigences vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des autres. J'étais quelqu'un de très exigeant et je le suis moins.
Et donc cette plus grande modestie, cette plus grande tolérance, elle est primordiale aujourd'hui. Ah, c'est intéressant. Il y a de l'inspiration à avoir. Oui, Elisabeth, est-ce qu'il y a un outil que tu aimerais partager qui t'a aidé dans la vie? Oh là là. Il pourrait y en avoir beaucoup. Hormis le yoga. C'est ça, et la peinture. Boire du... Comment? Boire du thé. Dac. Non, j'essaye d'être un peu plus sérieuse. Un outil qui m'a aidée, je crois que c'est la patience. Apprendre la patience. Ralentir. Ralentir, ouais. Ralentir. Et je trouve, alors ce mot me fait écho parce qu'aujourd'hui, on est ralenti, pour le coup, par obligation. Et est-ce que c'est pas justement le moment de ralentir soi-même et justement de muter, parce que là, il y a qu'une belle opportunité quelque part. Il y a une opportunité qui est pas forcément facile à saisir. Non. Parce que rien dans l'environnement jusqu'à présent ne nous autorisait à ralentir. Oui. Ralentir, c'est toujours associé à la vieillesse. Et oui, on ralentit parce qu'on arrive moins à courir, à marcher au même rythme que les autres. Et je crois que pendant longtemps, effectivement, enfin pour beaucoup, ralentir, c'est ça, c'est plus être dans le rush, dans le move. Et ce jeunisme qui nous entoure n'est pas forcément en adéquation avec le ralentissement. Mais voilà, aujourd'hui, comme j'ai des cheveux blancs, j'accepte de promouvoir le ralentissement. Alors, vas-y Sandrine. Elisabeth, on va passer à la partie inspiration. Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Est-ce qu'il y a des choses ou des personnes qui t'inspirent, des citations qui t'inspirent? La nature m'inspire, vraiment. La nature, la littérature, beaucoup. Je lis énormément. Et voilà, je pensais cette merveilleuse phrase de Camus, hein, en plein cœur de l'hiver, j'ai ressenti en moi un invincible été, où je ressens, je sais pas le transmettre mot à mot, mais c'est vraiment ça, quoi. Il m'a fallu du temps pour arriver à sentir que en moi, il y a cette vitalité, cet invincible été qui est toujours là, ce feu intérieur, hein. Voilà, même au plein cœur de l'hiver. C'est beau. Ouais. D'accord. C'est Camus qui est quand même tu transmets et c'est toujours. Voilà, merci, c'est un cadeau. Dis-moi, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se réaliser dans ses passions comme toi tu le fais? Waouh. Prendre le temps d'accueillir ce qui arrive. D'accord. Que ce soit agréable ou pas. Prendre le temps d'accueillir, ça c'est la méditation, hein, qui amène à ça. Prendre le temps d'accueillir ce qui arrive et voir les effets que ça a, comment c'est perçu par le corps. Et est-ce que ça nous donne de la vitalité ou pas? Et c'est peut-être dans ces cas-là plus facile de faire des choix. Oui, voilà. Mais du coup, ça oblige à ralentir, prendre le temps d'attendre et de voir comment on réagit. Est-ce que ça me nourrit ou est-ce que ça me vide? Sandrine n'en est pantois. Non, mais si, moi ça me fait penser à la connaissance de ses émotions en fait, quand on arrive à l'introspection et qu'on arrive à justement à savoir quelle émotion nous anime et du coup savoir gérer et du coup choisir quelle voie on prendra par la suite, si
Si effectivement l'émotion était intéressante, de continuer par là, mais si effectivement l'émotion n'était pas celle qu'on attendait, savoir dire non, savoir accepter et du coup faire autre chose, quoi. Oui, oui. Dis-moi, est-ce qu'il y a une habitude quotidienne qui te personnalise? Boire du thé vert. Boire du thé vert. Avec ou sans menthe? Parfois sans menthe. Très souvent sans menthe. Bon, à part le yoga, la méditation, voilà, le thé vert, c'est pour rire un petit peu. Quelle est la plus belle chose que tu as pu faire, découvrir ou partager dans ta vie? Waouh, j'avais pas vu cette question. C'est faire partager, c'est ça, ou faire découvrir. C'est pas la plus belle chose que j'ai pu faire. Alors, en fait, c'est faire / découvrir / partager. La plus belle chose que j'ai faite, ce sont mes enfants. Magnifique. Voilà. On n'avait pas encore eu ce... Ah, si, peut-être. Je ne me rappelle pas. Ok. Voilà, et c'est lié à eux, oui, de voir que j'ai pu leur faire partager le goût des choses simples, de la vie dans la nature. Voilà. D'où ta réponse, réussir sa vie, c'est réussir à transmettre aussi à tes enfants. Oui. Et Ouais. puis, voilà. Il y a comment, juste une remarque, Chantal qui dit encore quelqu'un reçu par Bonheurs Anonymes que j'aimerais bien connaître. Ça fait envie. C'est vrai qu'on rencontre grâce à Sandrine et plein de gens. Oui, c'est vrai. Je voulais relayer quand même cette remarque-là. Sandrine, à toi. Merci, Erwan. Du coup, Elisabeth, quel conseil donnerais-tu à un jeune de 16 ans à ton tour? D'attendre ouais, d'accueillir encore une fois, de laisser venir à soi les choses, pas forcément d'aller provoquer. D'accord. Ouais. C'est rigolo parce que bien souvent, il me semble, c'était plutôt, mais après c'est pas un jugement de valeur bien évidemment, c'est juste une remarque, on a souvent entendu, je crois, hein, Sandrine, foncer. Ouais. Elisabeth, attendre, mais pas de souci. Oui, parce que avec mon expérience, souvent quand j'ai foncé, je suis rentrée dans le mur. Donc voilà, plutôt attendre et observer. Mais évidemment, ça va pas avec l'impétuosité qu'on a quand on a 16 ans, où on fonce effectivement. On peut foncer et s'envoler, et on peut foncer et tomber et prendre le risque. Par contre, oui, oser prendre le risque. Voilà. Oser prendre le risque d'attendre et oser prendre le risque de foncer. Paradoxalement. Oui. Ça marche. D'accord, très bien. Elisabeth, quand tu as le moral qui vacille, que fais-tu? Je suis sûre à dire qu'elle boit un thé à la menthe. Je bois un thé. Quand j'ai le moral qui vacille, je peux plonger évidemment et très vite. J'ai pas de solution toute prête. Je peux pleurer, je peux appeler mes copines au secours et voilà, je peux regarder des photos de mes enfants et ça passera. Et ça passe. D'accord. C'est la dernière question, Elisabeth. Dis-moi, qu'est-ce que le confinement a révélé en toi? Ma solidité. Ma solidité, oui. Et la solidité du socle qui est là, même quand je m'en rends pas compte. Voilà. Bah, on se découvre. Je crois que dans cette période de confinement, tout à chacun, on se découvre avec nos failles et aussi notre puissance. Mais ouais, on se découvre, je crois. C'est un moment assez incroyable pour ça. Oui, donc ouais, la solidité du socle, de la base. D'accord.
Mais comment tu as fait pour t'en rendre compte? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu t'en rendes compte? Bon, la solitude, je connais, je vis seule. Donc le manque de lien ne m'a pas affectée plus que ça. Mais la répétition sur du long terme de cette solitude, sans le lien avec mes élèves, puisque quand même tous les jours j'enseigne matin et soir, et ça me nourrit évidemment, hein, ça me nourrit. C'est transmettre, c'est aussi recevoir évidemment. Mais donc sans cette nourriture que mes élèves m'apportent, j'ai quand même senti que voilà, la base, la solidité était là, permanente. Simplement, je la perçois pas toujours. Et la répétition des jours qui peuvent se ressembler m'a fait prendre conscience, voilà, que ce socle est toujours là, toujours présent. Il peut être couvert par les préoccupations, les inquiétudes sur demain, qu'est-ce qui va se passer, l'inquiétude sur l'avenir matériel, mais tous les jours, sur mon banc de méditation, tous les jours, j'ai pu vérifier la solidité de la base. C'est rassurant, du coup, de faire ce constat-là. Oui, voilà. C'est mieux, Sandrine. Et quoi de mieux qu'une bonne solidité pour pouvoir transmettre après? Donc, effectivement, ah oui. Bon. J'ai mis du temps avant d'enseigner le yoga. Je le pratiquais bien avant de l'enseigner parce que je me pensais qu'il fallait être un maître en yoga avant de pouvoir l'enseigner. Or, aujourd'hui, plein de gens se mettent à enseigner un peu rapidement à mes yeux, mais se rendre compte emmagasiner, attendre et consolider la base, c'est important. Très bien. Ça ne veut pas dire d'attendre d'avoir des cheveux blancs pour faire quelque chose. D'accord. En tout cas, moi, c'est de ce dont j'ai eu besoin. Merci beaucoup, en tout cas, Elisabeth. C'était un chouette moment. Merci beaucoup. Merci. Mon stress a un peu disparu au fur et à mesure. Eh oui. Sandrine, Elisabeth, au revoir et bon week-end, donc à lundi. Merci.